Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2505 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 17 août avec des anniversaires et tout d'abord le légendaire attaquant français Thierry Henry fête aujourd'hui ses 46 ans. Ancien joueur de Arsenal où c'est une légende absolue. Il a joué du côté de Monaco, il a joué du côté de la Juventus Turin, du côté du FC Barcelone, du côté de l'équipe de France où il avait le record de buts inscrits avant que Giroud le dépasse. Donc bon anniversaire à cette légende Thierry Henry. Et n'oubliez pas que Thierry Henry pourrait peut-être devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Toujours avec les anniversaires parce que c'est pas fini, il y a aussi Ederson, le gardien brésilien de Manchester City, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Il y a aussi Ryan Cherki, le jeune lyonnais, il fête aujourd'hui seulement ses 20 ans. Malacia, arrière gauche de l'équipe de Manchester United, 24 ans. Et par exemple, tiens, le Sénégalais Ismaël Jacobs, genre de Monaco, il fête également ses 24 ans aujourd'hui. On continue, on va parler de la Coupe du Monde féminine, on va parler de la deuxième demi-finale qui avait lieu hier entre le pays organisateur, l'Australie, contre l'Angleterre, et c'est les Anglaises qui se sont imposées 3-1 lors de cette demi-finale. Donc voilà, c'est fini pour l'Australie après avoir éliminé l'équipe de France. On se souvient au tir au but, c'était samedi dernier. Cette fois-ci, ça a été trop dur pour elle avec une élimination contre l'équipe qui a gagné l'Euro l'année dernière chez elle en Angleterre. Donc félicitations aux Anglaises pour leur qualification en finale. Donc les stats de la partie, donc la possession un peu plus côté anglaise, même les tirs, 14 tirs contre 11 pour l'Australie. Les tirs cadrés sont pareils, 5 tirs cadrés, et l'Angleterre a été plus efficace que les Australiennes. Du coup, pas de finale à la maison parce que l'Australie, ils étaient à un match, ils ont gagné hier, de disputer une finale à domicile, on peut dire, et du coup il n'y aura pas de finale à la maison pour cette équipe de l'Australie. Et l'Australie a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde pour la première fois chez les hommes ou chez les femmes. C'était jamais arrivé, hommes ou femmes, que l'Australie atteint une demi-finale de Coupe du Monde. Ça a été chose faite avec la sélection féminine. Et côté anglaise, on va parler de la coach, de la sélectionneuse. Donc Sarina Wiegman a été entraîneur lors de 4 tournois majeurs et a atteint la finale à chaque fois. Donc l'Euro 2017 avec les Pays-Bas, c'était elle la sélectionneuse. Elle allait en finale, elle a même gagné le titre. La Coupe du Monde 2019, donc il y a 4 ans, la dernière Coupe du Monde avec les Pays-Bas. De nouveau, elle est partie en finale. Bon, c'était contre les États-Unis. N'oubliez pas, cette Coupe du Monde se déroulait en France, elle avait perdu contre les États-Unis. L'Euro 2022, l'année dernière avec l'Angleterre. Donc c'était Angleterre-Allemagne la finale, elle a gagné. Et là, de nouveau, elle est en finale de Coupe du Monde. Donc voilà, c'est peut-être la meilleure coach, on peut dire, du football féminin, cette sélectionneuse Sarina Wiegman. Et du coup, la finale de cette Coupe du Monde féminine, il ne reste plus qu'une affiche. C'est l'Espagne contre l'Angleterre. Un duel 100% européen, deux grandes nations dans le foot féminin. Donc le match est prévu dimanche. On en reparlera bien évidemment quand le match aura été joué. Et du coup, voilà le tableau final bien sûr de cette Coupe du Monde féminine. On continue, on va parler cette fois-ci des hommes et on va parler de la Super Coupe d'Europe qui avait lieu hier du côté de Athènes entre Manchester City et l'équipe de Séville, vainqueur de la LDC contre le vainqueur de l'Europa League. Du coup, ça s'est fini à 1-1 et du coup, tir au but. Donc les deux buteurs dans le match, donc tout d'abord Youssef En-Nesyri, buteur de la tête, on va en parler là juste après, avant que Cole Palmer égalise un côté Manchester City et du coup, ça s'est joué au tir au but et City a été meilleur que l'équipe de Séville au tir au but et du coup, City remporte cette super coupe. Donc les stats de la partie, donc City, comme souvent, beaucoup de possession de balle, 23 tirs, 7 tirs cadrés, et du coup, un but, vu que là c'est 2-1, mais c'est le 2 par rapport à la victoire au tir au but. On peut voir que c'est plutôt logique quand même que cette équipe de City s'est imposée contre le FC Séville. Et City, roi d'Europe, Manchester City s'impose face à Séville et remporte la super coupe après la séance de tirs au but. Petite photo des joueurs de Manchester City qui ont déjà fait le triplé la saison dernière, puis là ils commencent parfaitement. Ils auraient pu remporter aussi notre trophée, le Community Shield, qui a été perdu contre Arsenal, mais cette fois-ci, il laisse pas filer ce trophée, cette super coupe d'Europe pour l'équipe de City. Et City réalise le quadruplé cette saison, donc Première Ligue, FA Cup, Ligue des Champions et du coup super coupe d'Europe pour l'équipe de Manchester City. Le prochain titre qu'ils auront qu'ils peuvent potentiellement obtenir, ça sera la Coupe du Monde des clubs qui se jouera en décembre prochain. Voilà, pour finir sur cette année 2023, ils peuvent encore remporter un trophée, j'ai dit, cette Coupe du Monde des clubs qui disputeront. Et Pep Guardiola, on va parler bien évidemment du coach, donc devient le premier entraîneur à remporter la Super Coupe de l'UEFA avec 3 clubs différents. Il l'a remporté avec City, il l'a remporté avec le Bayern Munich et 2 fois avec le FC Barcelone.
Voilà, jamais un entraîneur avait remporté la Super Coupe d'Europe avec 3 clubs différents. Pep Guardiola vient de réaliser cet exploit hier et toujours avec lui, donc il a maintenant remporté plus de trophées avec Manchester City, son 15e trophée du côté de City qu'il en a fait en tant que manager de Barcelone. Il a remporté 14 trophées en tant que coach du Barça et maintenant 15 en tant que coach de Manchester City. Et toujours avec lui, donc il monte, donc maintenant il est à la 2e place des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football actuellement. Il a 35 trophées en 14 ans. Pep Guardiola, on peut voir qu'il a dépassé Lukaku, qui en a remporté 34 en 41 ans, 3 fois plus en année, on parle. Donc il ne reste plus qu'Alex Ferguson en 39 ans, il en a remporté 49. Donc voilà, c'est quasiment quand même 20 ans quasiment de plus. Donc on pense que Pep Guardiola va revenir sur Ferguson dans les années futures et très rapidement. C'est incroyable quand même, ce coach Pep Guardiola, certainement le plus grand coach de l'histoire du football. Toujours avec lui, avec son chouchou, avec bien sûr son joyau, Erling Haaland, les deux avec le trophée de la Super Coupe d'Europe. Et on va parler de Erling Haaland, donc une finale de nouveau compliquée pour lui. Donc Canal Plus rapporte qu'Erling Haaland n'a touché que 15 ballons ce soir, c'est très très peu. Sur les minutes qu'il a joué, seulement 15 ballons, c'est très moyen. Bref, mais attention à ne pas oublier ces déplacements qui permettent d'ouvrir des espaces pour ses coéquipiers après. On sait que c'est pas un meneur de jeu, Erling Haaland, lui c'est un joueur qui la met au fond. Bon, hier il a rien mis au fond, mais bon, on sait que là c'est un joueur. Le match d'après il peut te mettre un quintuplé Erling Haaland, mais c'est vrai qu'il a touché très peu de ballons hier. Lors de cette rencontre, on peut voir ses stats. Donc 95 minutes jouées, 0 but, 0 passe D, 0 tir, rien du tout. Voilà, pour Erling Haaland, seulement 15 touches, 15 ballons touchés pour le joueur norvégien. Et Haaland n'a inscrit aucun but lors de ses 5 finales qu'il a disputées avec Manchester City en compétition officielle. C'est vrai qu'il n'a pas marqué là, il n'avait pas marqué lors du Community Shield, il n'avait pas marqué en finale de Ligue des Champions. Voilà, toutes les finales qu'il a pu disputer avec City, aucun but pour Erling Haaland. Bon, après, comme je le répète les gars, c'est pas très grave, parce qu'on sait que c'est un joueur à tout moment, il peut complètement fou lors d'une rencontre et te mettre 4-5 buts dans une rencontre. Ça il l'a déjà fait, bien évidemment. Et son palmarès est énorme. Donc Première Ligue remporté, meilleur buteur de la Première Ligue et joueur de l'année en Première Ligue, la Ligue des Champions, meilleur buteur également de la Ligue des Champions. Il a remporté la FA Cup, la Super Coupe d'Europe. Ce n'est plus qu'une question de semaine pour le premier ballon d'or d'Erling Haaland. Bon, on ne sait pas parce que ça va se jouer entre lui et Léo Messi. Un des deux sera le ballon d'or 2023. N'oubliez pas que la cérémonie est fixée en octobre là, dans quelques mois. Donc voilà, ça peut être lui, ça peut être Léo Messi, on verra ça sera qui remportera ce futur ballon d'or. Et ses stats les gars, depuis qu'il est arrivé à Manchester City, sont quand même impressionnantes, 60 matchs pour 58 buts pour Erling Haaland. Donc voilà, bien évidemment il n'y a rien à dire, quasiment à tous les matchs qu'il a joué, il a été à chaque fois buteur. On va parler de Alvarez à 23 ans, donc lui où il est impressionnant, c'est par rapport à son palmarès. À 23 ans, il a déjà remporté tout ça, dont la Coupe du Monde, un trophée qui est très compliqué à remporter, la Finalissima, la FA Cup, la Première Ligue, la Ligue des Champions, Copa América, Copa Libertadores, en gros la Ligue des Champions sud-américaine, il l'a remporté également. Après des autres trophées comme la Super Coupe d'Argentine, le Trofeo des Campeones, donc c'est aussi du côté de l'Argentine, mais bon là il est quand même impressionnant le palmarès de Julián Alvarez à seulement 23 ans. Je pense qu'il va remporter encore beaucoup de trophées dans sa carrière. Donc voilà, pour l'instant lui aussi sera très bien classé quand même au Ballon d'Or. Je pense qu'il sera dans le top 10 avec ce qu'il a pu remporter cette saison, Alvarez, avec la Coupe du Monde, tout ça, plus la Ligue des Champions, il sera bien évidemment, je pense, dans le top 10 du futur Ballon d'Or. On va parler du jeu, on revient sur le match, parce que là on parlait du titre, tout ça, c'est bien, mais on revient sur un joueur qui a été décisif avec le but égalisateur, parce que City perdait, c'est Cole Palmer, buteur lors du Community Shield, et en Super Coupe d'Europe, il est très chaud en ce début de saison, le jeune anglais. Il va pouvoir gagner du temps avec l'absence de Kevin De Bruyne. Un petit rappel, peut-être pour ceux qui ne savent pas, Kevin De Bruyne blessé, il va se faire opérer, il va être absent pour les prochains mois. Kevin De Bruyne, on ne sait toujours pas quand il reviendra. Donc Cole Palmer, on peut penser qu'il va jouer beaucoup plus vu que Kevin De Bruyne sera pas là. C'est que lui, il a égalisé hier. Cole Palmer, il avait été aussi buteur contre Arsenal lors du Community Shield, perdu pour City il y a quelques jours. Et Pep Guardiola sur le futur de Cole Palmer, donc c'est simple. Il va rester ou il va être vendu. Donc voilà, il n'est pas du tout bloqué par City. Il peut être vendu si une belle offre arrive. Donc voilà, concernant ce jeune joueur, car je ne crois même pas 21 ans, donc il est tout jeune du côté de Manchester City. On va parler cette fois-ci côté Séville.
Dommage parce que Séville menait 1-0 grâce à cet homme Youssef En-Nesyri, peut-être le joueur qui a la meilleure détente au monde. Regardez comment il s'est envolé. Il y avait quand même Vardiol et Nathan Ake au marquage de Youssef En-Nesyri. Il a pris ce ballon de la tête. Regardez Vardiol, une grosse recrue les gars. Pourtant il est très grand Vardiol, mais il n'a rien pu faire face à la détente du Marocain. Regardez comment il s'est envolé pour prendre le ballon de la tête. Ça nous a fait penser aussi à la Coupe du Monde. Regardez la détente qu'il avait eue pour marquer un but contre le Portugal. C'était en quart de finale de Coupe du Monde. Donc incroyable bien sûr ce joueur Youssef En-Nesyri. Et avec 15 buts, Youssef En-Nesyri est le meilleur buteur du FC Séville en Coupe d'Europe depuis son arrivée au club andalou en janvier 2020. L'homme des grands rendez-vous. C'est vrai qu'il a été buteur hier mal et bon après malheureusement c'est sa défense qui n'a pas suivi, qui a concédé un but et qu'ils ont perdu au penalty. Donc voilà, sinon côté Séville, c'est vrai que Séville souvent ils ont joué cette super Coupe d'Europe parce qu'ils gagnent souvent l'Europa League, mais le problème c'est ils perdent souvent le match, la super Coupe d'Europe contre le vainqueur de la LDC, parce qu'ils ont gagné seulement en 2006 contre le vainqueur de la LDC, sinon 2007, 2014, 15, 16, 20 et 2023, mais en gros ils ont perdu la super Coupe d'Europe, en gros ils ont perdu contre le vainqueur tout simplement de la Ligue des Champions. Donc voilà quelques photos bien sûr de la tristesse on va dire des joueurs du FC Séville après cette défaite. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette super Coupe d'Europe remportée par Manchester City. On continue l'épisode, on va parler maintenant de jour pour jour. Et tout d'abord, il y a 29 ans, jour pour jour, Zinedine Zidane et Lilian Thuram honoraient leur première sélection avec l'équipe de France. C'était un 17 août, donc c'était il y a 29 ans. Jour pour jour et premier match pour les deux en équipe de France. C'est devenu des légendes totales, bien sûr, Thuram et bien évidemment Zinedine Zidane. Et toujours avec Zidane, cette fois-ci il y a 18 ans, jour pour jour, Zidane faisait son retour en équipe de France lors d'un match amical face à la Côte d'Ivoire parce qu'il avait annoncé sa retraite et du coup il était revenu il y a 18 ans jour pour refaire une dernière compétition qui était la Coupe du Monde 2006 qui a été sa dernière compétition du côté des Bleus. Toujours avec les jours pour jour et également le même jour que le retour de Zidane, c'était aussi Léo Messi qui faisait ses débuts avec l'Argentine. Il aura remporté tout ce qu'il y a de plus beau avec l'Albi Céleste. C'est vrai que ça a été compliqué les premières années avec l'Argentine jusqu'à 2020 où il remportait rien. Il a perdu pas mal de finales, la finale de la Coupe du Monde en 2014, des finales de Copa América contre souvent le Chili, tout ça. Et du coup là, de 2020, ça s'est enchaîné avec la Copa América qui a été remportée contre le Brésil, ensuite la Finalissima, puis après son plus beau trophée, celui-là qui l'embrasse, la Coupe du Monde il y a quelques mois. On va parler toujours des jours pour jour. Cela fait 20 ans qu'un Cristiano Ronaldo de 18 ans a remplacé Bolton pour faire ses débuts à Manchester United. Donc Bolton, c'est le joueur qui est remplacé à la place de Cristiano Ronaldo. Et en gros, il y a 20 ans, jour pour jour, CR7 disputait ses premières minutes du côté de Manchester United où c'est devenu une légende, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Dommage que son retour, en gros, ça a été un flop. Son retour, là, il y a quelques mois, il aurait dû jamais revenir à Manchester et laisser l'empreinte qu'il avait laissée lors de son premier passage, même si bien sûr personne n'oubliera son premier passage qui a été monstrueux. Donc voilà, il y a 20 ans jour pour jour, c'était ses premières minutes du côté de Manchester United. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, Neymar considère que Cristiano Ronaldo comme le pionnier de la Saudi Pro League. Il a dit, je crois que c'est CR7 qui a commencé tout cela avec tous les joueurs qui sont arrivés en Arabie Saoudite. Tout le monde l'a traité de fou et aujourd'hui vous voyez la ligue grandir de plus en plus avec tous ces joueurs. C'est vrai que Ronaldo, si le 30 décembre dernier il n'aurait pas rejoint l'Arabie Saoudite Al Nasser, je pense pas qu'il y aurait eu autant de joueurs qui est arrivé du côté de l'Arabie Saoudite, mais Ronaldo a été le premier. Et après, beaucoup de joueurs ont fait comme Cristiano Ronaldo. Et Neymar s'exprime sur sa signature en Arabie Saoudite. La compétitivité est importante. C'est pourquoi j'ai rejoint cette ligue saoudienne. Évidemment, c'est un grand changement, mais c'est un nouveau défi. Je suis très excité d'écrire une nouvelle histoire. Bien sûr, c'est excitant de rencontrer des top joueurs d'autres équipes. Ça vous motive d'affronter les meilleurs quand on affronte Ronaldo, Benzema, Firmino. L'excitation est encore plus grande. Je suis heureux de rejoindre cette ligue, faire face à eux. Ça va être incroyable, ça va être fantastique. Donc voilà, il est très content, il est déjà sûr de son choix. Voilà, Neymar, il est très content d'avoir quitté le PSG, on peut dire, pour rejoindre l'équipe de Al Hilal. Et la boutique de Al Hilal est confrontée à une affluence exceptionnelle depuis l'annonce officielle mardi soir de l'arrivée de Neymar dans le club de Riyad. Nous y avons fait un tour ce mercredi. Bon, c'est l'équipe qui a envoyé des journalistes, on peut dire. Et le magasin n'a pas désempli. Les maillots de Neymar s'arrachent dans la boutique de Al Hilal, donc en seulement 7 heures après l'officialisation, donc mardi soir. Donc la boutique en ligne du club avait déjà vendu 10 000 maillots. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à l'espace de 7 heures, 10 000 maillots vendus. Avec le flocage bien évidemment Neymar numéro 10. Le magasin physique est également pris d'assaut par les supporters
depuis l'annonce. Donc voilà, déjà niveau marketing on savait, de toute façon Neymar, même quand il était arrivé au PSG il avait vendu beaucoup de maillots, c'est la même chose là-bas, ils vendent déjà beaucoup de maillots, donc déjà ça va amortir un petit peu le prix de son transfert. Bon après c'est pas un gros souci pour l'équipe de Al Hilal qui a beaucoup d'argent, mais bien sûr c'est de l'argent bienvenue dans les caisses du club, avec les maillots bien sûr Neymar vendus. Et toujours avec Neymar, regardez aussi la shortlist de tout ce qu'aura Neymar à disposition pour sa signature en Arabie Saoudite, et vous allez voir qu'il se met très très bien là-bas. Donc tout d'abord une maison dotée de 25 chambres, voilà c'est l'avis de ses amis, il y aura 25 chambres dans sa nouvelle maison, une piscine 40 x 10 mètres et 3 saunas, 5 domestiques à temps plein pour sa maison, donc un cuisinier, une femme de ménage, il y aura des domestiques, un jardinier, tout ça qui s'occuperont de sa maison tout le temps, donc il n'aura rien à faire. Des voitures offertes, donc une Bentley Continental GT, une Aston Martin DBX et une Lamborghini Huracan, voilà, des magnifiques voitures bien évidemment. Donc il est aussi un chauffeur 24 heures sur 24 s'il veut, je sais pas s'il sort, il rentre à 3 heures du matin, s'il veut pas prendre la voiture, quelqu'un viendra le chercher bien sûr. Toutes les factures d'hôtel, de restaurant et divers services durant ces jours off seront envoyées au siège du club pour être payées. Donc voilà, si vous payez au resto, par exemple, il ne connaît pas la table à côté, il dit je paye pour tout le monde. En gros, il va payer, mais après il sera remboursé directement par son club de Al Hilal. Donc voilà, même s'il va à l'hôtel aussi, il ne paiera rien du tout. Un avion privé à sa disposition pour ses déplacements et 500 000 euros pour chaque poste pour faire la promotion de l'Arabie Saoudite sur ses réseaux sociaux. Et bien évidemment, sans oublier le salaire de 100 000 euros par an pendant 2 ans qu'il va toucher. Donc on peut dire qu'il se met très très bien Neymar du côté de Al Hilal. Donc voilà. Toujours avec lui, donc une petite photo de lui avec un basketteur qui s'appelle Giannis Antetokounmpo. Voilà les deux voilà, sur une photo tout simplement. On a l'impression que Neymar est tout petit, donc non, c'est surtout le basketteur qui est très très grand. On va parler de Neymar toujours avec Kylian Mbappé ensemble au Grand Prix de Barcelone il y a 2 mois. N'oubliez pas qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre les deux. On va en parler là dans quelques instants bien évidemment des deux. On revient les gars sur Neymar aussi avec le tweet qu'il avait mis le 24 avril 2022 où il avait mis Campeones, donc en gros champion de Liga. Donc voilà, tous les joueurs depuis le 24 avril qui a mis cette photo, tous les joueurs ont quitté le PSG à part Navas, mais bon Navas pressenti sur le départ aussi. C'est vrai que ça soit Messi, Paredes, Draxler, Sergio Ramos, Icardi ou même Di Maria, ils ont tous quitté le PSG maintenant, lui en plus. C'est vrai que voilà, il y a eu un grand changement du côté du club parisien. La une du journal L'équipe aujourd'hui, donc 2 amis à Paris, c'est bien évidemment Mbappé avec Ousmane Dembélé, voilà, qui font la une aujourd'hui de ce journal. Et on revient les gars sur ce qu'on parlait tout à l'heure de la relation entre Neymar et Kylian Mbappé, parce qu'on a l'impression que ça se passait plutôt bien ensemble, mais pas du tout en interne. Voilà. Il y avait beaucoup d'ego entre les deux. Et d'après Foot Mercato, ils ont mis un petit article. Donc Mbappé aurait exigé le départ de Neymar, c'est bien Mbappé qui aurait demandé à la direction à Nasser en gros de faire un choix, soit c'est lui, soit c'est Neymar, un des deux doit quitter le club, et c'est pour ça qu'il a mis la pression au club, et c'est certainement pour ça que Neymar a dû être vendu par l'équipe parisienne. Donc Neymar n'est plus un joueur du PSG. Mardi, le Brésilien s'est engagé pour 2 saisons en faveur d'Al Hilal. Après son départ, plusieurs joueurs français du club ont réagi, ils ont souhaité une bonne continuation. C'est vrai que Marquinhos, il y a eu Bernat, No Mendes, voilà, pas mal de joueurs du PSG lui ont dit voilà, bonne chance pour la nouvelle aventure, sauf Mbappé. Toutefois, Mbappé n'a pas encore peut-être adressé de message à Neymar comme il avait pu le faire lors du départ de Léo Messi. Il faut dire que la relation entre les deux hommes se sont refroidies au fur et à mesure de leur cohabitation dans la capitale. Et toujours avec l'article de Foot Mercato, où en gros ils disent voilà tout simplement que regardez, donc Neymar qui avait été mis l'an dernier KM7, donc, bien sûr Mbappé avait déclaré le départ de l'international. Donc Neymar, mais le PSG n'était pas parvenu à le vendre l'été dernier. Donc Neymar qui avait été mis au courant de la demande de son coéquipier, donc Mbappé, que Neymar quitte le club, n'avait pas apprécié ça. Bien sûr Neymar, 1 an plus tard, Mbappé aurait à nouveau réclamé le départ de Neymar. Selon le journal Sport, le média espagnol précise que le capitaine des Bleus aura à nouveau posé un ultimatum à sa direction demandant de trancher entre le Brésilien et lui. Et c'est pour ça tout simplement que le PSG a tranché et qu'ils ont préféré garder Mbappé et vendre Neymar. Donc voilà, en gros c'est... Bon, j'ai pas dit que ça est sûr à cause de lui, mais il y a peut-être une partie où c'est à cause de Mbappé que Neymar a dû quitter l'équipe parisienne. Donc voilà ce qu'elle va dire bien sûr entre les deux. On continue avec les autres infos mercato. Il y en a quelques-unes bien sûr. Donc Liverpool va s'offrir Yataru Endo
un joueur japonais de 30 ans contre un chèque de 18 millions d'euros. Tout est bouclé concernant ce joueur de Stuttgart qui va débarquer du côté de Liverpool. Je vous cache pas, je connais pas du tout le joueur, donc il va débarquer là très dans les futures heures du côté de Liverpool. Il y a le Herbigo de Fabrizio Romano. En parallèle de la piste Florin Balogun, Monaco avance aussi sur le dossier Patson Daka. Voilà, vu que Monaco cherche un attaquant. N'oubliez pas, Kevin Volland quitte le club, il va du côté de Union Berlin, donc il pense à Balogun, mais c'est compliqué. Il pense aussi à Daka, l'attaquant de Leicester, qui ne veut pas jouer en Championship. Plus de 5000 supporters de Vasco da Gama ont accueilli Dimitri Payet ce matin, donc c'était hier matin, alors qu'il n'était que 5h du matin du côté du Brésil. Qu'est-ce qu'il va kiffer là-bas si ça se passe bien sportivement, bien sûr, pour lui. C'est vrai que Payet, il est arrivé en tant que légende là-bas. Il y a beaucoup de supporters, 5000 supporters, comme l'ont attendu à 5h du matin. Pour lui souhaiter la bienvenue. Et les résultats d'un sondage de Globe Esporte, donc c'est un journal sportif brésilien, pour déterminer la plus grande signature du siècle en faveur de Vasco da Gama. Et on peut voir que Payet classé deuxième, un Juninho 29% par rapport à la plus grosse recrue de l'histoire du club au XXIe siècle. Et Payet en deuxième position, pour vous dire que voilà, Payet vraiment, il est vu comme une légende là-bas. Donc maintenant à lui de le montrer sur le terrain qu'il va porter à cette équipe. On va parler de Félix envisage de résilier son contrat avec l'Atlético Madrid et son entourage privilégie cette option face à la situation des derniers mois et les insultes reçues par les supporters. C'est qu'il a été encore insulté là, lors du dernier match par ses propres supporters et en gros il envisage lui et son agent Jorge Mendes de résilier son contrat du côté de l'Atlético Madrid. Son rêve lui c'est de jouer du côté du Barça. Officiel, Marco Arnautovic quitte Bologne et est prêté à l'Inter Milan. Officiel, l'attaquant autrichien rejoint temporairement les Nerazzurri, une saison avec option d'achat. Voilà, vu que l'Inter a perdu comme quelques attaquants, Lukaku, Dzeko, donc voilà, Arnautovic débarque du côté de l'Inter. Eric Bailly possède un accord avec Manchester United pour partir libre des clubs turcs, saoudiens et Fulham sont intéressés par l'ancien défenseur de Marseille qui devrait certainement quitter Manchester parce qu'il est revenu de son prêt à Manchester et on peut voir les clubs intéressés par son profil. Officiel, Alan Varela, un joueur argentin quitte Boca Juniors et rejoint le FC Porto. C'est signé, le milieu argentin de 22 ans est recruté pour 10 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe du FC Porto. Noah Lemina, jeune joueur du PSG, 18 ans, jeune milieu parisien, pourrait partir en prêt cet été. Des clubs français seraient notamment intéressés voilà, pour l'éclore et surtout pour que lui puisse avoir du temps de jeu parce que du côté de Paris, l'équipe première, ça semble compliqué pour lui de jouer. Voilà, peut-être pourquoi pas un prêt. Voilà, il peut prêter une bonne équipe de Ligue 2 ou pourquoi pas une équipe de Ligue 1 pour bien évidemment avoir du temps de jeu. Il est tout jeune, il a seulement 18 ans. Liverpool négocie actuellement avec la Fiorentina pour Sofiane Amrabat. Le club est sur la bonne voie pour finaliser un accord dans les prochains jours. Voilà, Liverpool, tout à l'heure on parlait du japonais qui était Erwigo. Et lui aussi les gars, Amrabat qui a été pressenti dans pas mal de clubs ces derniers temps. Un coup Barça, un coup l'Atlético, un coup Manchester United maintenant. C'est Liverpool qui tient la corde en gros pour s'offrir le milieu marocain. Officiel, Charles de Ketelaere rejoint l'Atalanta Bergame en provenance de l'AC Milan. Il s'agit d'un prêt payant de 3 millions d'euros assorti d'une option d'achat à 22 millions d'euros. Donc lui, il a flopé cette saison du côté de Milan. Et du coup, il est prêté du côté de l'Atalanta Bergame qui accueille encore un très bon joueur. Regardez les nouveaux joueurs de l'Atalanta avec Scamacca, El Bilal Touré et Charles de Ketelaere. Il y a quand même Zapata, Muriel, Lookman, même Kombiaghi. Donc voilà, pour l'instant, pas mal bien sûr ce recrutement de cette équipe qu'on parle peu quand même, l'équipe de l'Atalanta Bergame. Officiel, Santi Cazorla, 38 ans, rejoint librement le Real Oviedo, une équipe de Liga 2, donc deuxième division espagnole, pour une dernière danse, on peut dire, une dernière aventure. N'oubliez pas que ce joueur avait fait ses débuts dans le club là, qui rejoint en 1996. En gros, il revient dans son club de ses débuts en gros. Donc pour rappel, c'est vrai qu'il a eu des graves blessures. Donc pour rappel, le milieu offensif espagnol était passé très proche de l'amputation de son pied. Et de cela il y a quelques années, il avait observé une durée d'indisponibilité de plus de 600 jours, quasiment pendant 2 ans il n'avait pas pu jouer avant de reprendre sa carrière. Et là, à 38 ans, il signe du côté de cette équipe du Real Oviedo. On lui souhaite bonne chance. Liverpool creuse la piste Boubacar Kamara pour son milieu de terrain. L'équipe de Aston Villa sont fermées à un départ du français pour l'instant, mais bien sûr avec le mercato ça peut changer. Donc voilà, Liverpool on en parlait là avec des joueurs pistés et Boubacar Kamara également ciblé. Voilà pour débarquer du côté des Reds. Officiel, Choupa Akpoum quitte Middlesbrough et s'engage à l'Ajax Amsterdam. N'oubliez pas que lui c'était la piste prioritaire
de Lens pour le numéro 9. Et du coup, il va plutôt du côté de l'Ajax et c'est officiel. Montant du transfert 12 plus 2 millions de bonus. Lui, c'est l'ancien meilleur buteur, le meilleur buteur la saison dernière du Championship, deuxième division anglaise. Donc voilà, il débarque du côté de Amsterdam. Ansu Fati a décidé de quitter le FC Barcelone. Pourquoi? Parce que l'Espagnol est conscient qu'il n'entrera pas dans les plans de Xavi cette saison. Le fait qu'Abdé et Lamine Yamal soient entrés en jeu avant lui face à Retafe le week-end dernier l'ont conforté dans cette idée. Et c'est qu'en gros, il sera peut-être utilisé vraiment en second plan, vraiment quand il n'y aura pas le dernier renfort, il sera utilisé, ça bien sûr ça ne le plaît pas. Par exemple des joueurs comme Abdé et Lamine Yamal sont devant lui. Par exemple Xavi les a fait rentrer avant Ansu Fati, c'est pour ça qu'il a pris la décision de quitter le Barça. Ansu Fati, on ne sait pas où il ira pour cette future saison. On va parler du jeune Thires Noubissi, jeune français de 14 ans recruté pour 1 million d'euros par Manchester City. Personne ne le connaît, je ne vous cache pas, je ne le connaissais pas maintenant. Première fois qu'on entend parler. Donc une pépite à surveiller les gars. Ce joueur qui a été acheté par Manchester City, 1 million d'euros. Donc ils ont déboursé 1,2 million d'euros pour être précis. Donc un Français de 14 ans évoluant à Leicester. Donc ce joueur né en 2009. 2009 les gars, il est déjà recruté, c'est fou. A la possibilité d'évoluer avec soit l'Angleterre, le Cameroun, l'Écosse et l'équipe de France bien sûr. Qu'il privilégie pour l'instant lui, c'est plutôt l'équipe de France pour jouer avec les catégories jeunes. Donc voilà, à nous surveiller ce Noubissi. On continue avec une info officielle. Ibrahima Koné quitte Lorient et s'engage à Almeria en Espagne pour les 5 prochaines années. Donc montant du transfert, on parle d'un transfert aux alentours des 8 millions d'euros que récupère l'équipe du FC Lorient. Manchester City a tenté de shipper Lamine Yamal au Barça. L'idée du club anglais était de l'envoyer à Gérone dans un premier temps pour qu'il fasse ensuite le grand saut. C'était refusé bien évidemment par le FC Barcelone qui ne souhaite pas du tout lâcher sa pépite. Il est considéré comme le nouveau Léo Messi comme du côté du Barça. Le jeune Lamine Yamal qui impressionne, il a seulement 16 ans. Toujours du côté du Barça, et c'est officiel, Deco prendra la succession de Matteo Alemany au poste de directeur sportif du Barça compté du 2 septembre prochain, parce qu'Alemany son contrat c'est jusqu'à la fin du mercato le 2 septembre, et après il sera remplacé par Deco, et c'est officiel, le Portugais a signé un contrat de 3 ans avec son ancien club, où il devient le nouveau directeur sportif, à partir du 2 septembre prochain, d'ici 2 semaines à peu près, et Deco les gars, lors de sa présentation, donc il a confirmé que le Barça envisageait de signer Neymar cet été, parce qu'il y a des rumeurs, est-ce que c'était vrai ou non? Oui, c'était vraiment vrai, le Barça voulait recruter Neymar. Tout le monde sait qu'il aurait été impossible de le signer. Il nous fallait un accord avec le PSG, ce qui n'a pas été fait. Nous avons essayé de trouver une formule, un prêt avec un club saoudien pour avoir Neymar au moins 1 an. Tous ont refusé et Al Hilal l'a signé pour le garder. Il a dit que c'était quasiment impossible de le signer financièrement, mais qu'ils ont essayé de voir des formules, tout ça pour signer Neymar, ça n'a pas été possible. Et du coup, Neymar a signé. Du côté de Al Hilal, n'oubliez pas l'envie de Neymar, c'est de faire 2 ans du côté de Al Hilal. Après, il sera libre vu qu'il sera en fin de contrat. Après, il ne restera plus qu'1 an avant le début de la Coupe du Monde. Et après, il va revenir en Europe et peut-être au Barça pour être compétitif, pour jouer bien sûr la Coupe du Monde. On va parler d'Hugo Lloris après 13 ans passés du côté de Tottenham. Hugo Lloris n'a jamais été aussi proche de quitter la Première Ligue. Comme indiqué par Sky Sport, l'ex-capitaine des Bleus devrait s'engager dans les prochains jours avec la Lazio-Rome. Et c'est imminent, il devrait signer en Italie. Hugo Lloris. Officiel, Lovro Majer quitte le Stade Rennais et signe à Wolfsburg contrat de 5 ans. Et montant du transfert, 30 millions d'euros plus 5 millions de bonus. C'est officiel, Majer. Elle est vendue par l'équipe de Rennes. N'oubliez pas que Rennes l'avait acheté 12 millions d'euros au Dynamo Zagreb il y a quelques années. Ils le revendent 35, mais ils le vendent quasiment à peu près 3 fois plus. Donc voilà, grosse plus-value bien sûr pour l'équipe du Stade Rennais qui l'a remplacé avec Matic, qui est venu au club pour seulement 2 millions d'euros. Bernardo Silva a donné son accord pour prolonger à Manchester City. La signature pourra intervenir en fin de semaine prochaine. Donc voilà, d'après Fabrizio Romano. Donc la fin du feuilleton Silva parce qu'il va prolonger du côté de City. On parle d'un contrat qui va aller jusqu'en juin 2026 du côté de cette équipe anglaise. Manchester City toujours veut recruter Daniel Mo pour combler l'absence de Kevin De Bruyne, absent pendant de nombreux mois. Donc les négociations pourraient s'avérer complexes car le RB Leipzig réclamerait entre 80 et 100 millions d'euros. Je ne pense pas là qu'ils sont encore prêts à mettre une somme comme ça. L'équipe de City après avoir mis 90 sur Vardiol. Voilà, il y a aussi des autres transferts, des joueurs qui ont coûté très cher du côté de City. Est-ce qu'ils seront prêts encore à mettre quasiment cette somme sur Daniel Mo? Pas sûr. Voilà, c'est un joueur bien sûr qui surveille du côté de Manchester.
On va parler de l'OM, hein, l'échec OM bien évidemment en coupe, enfin Ligue des Champions. Donc n'est pas une tragédie pour les finances d'après l'équipe. La non-qualification pour la Ligue des Champions est un coup dur pour l'OM sans bouleverser totalement les finances du club ni ses plans pour la suite du mercato. Donc ça veut dire que les finances sont plutôt bonnes. Mais bon, hein, c'est quand même une croix sur 30 millions d'euros hein, quand même pour Marseille hein, s'ils avaient atteint les phases de poule de la Ligue des Champions qui n'atteindront pas. Donc voilà, sinon finances, c'est pas non plus catastrophique pour l'OM. Mais bon, c'est quand même de l'argent qu'ils auraient pu gagner. Bref, et l'OM a écrit à l'UEFA pour protester contre l'arbitrage. Donc l'OM a envoyé un courrier à l'UEFA pour exprimer son incompréhension sur plusieurs décisions arbitrales lors des matchs aller et retour et avoir des explications sur celle-ci. C'est que le match aller, l'arbitre n'avait pas du tout été bon. Et le match retour, Michael Oliver, qui est un arbitre anglais, pourtant réputé pour être un bon arbitre, il était aussi très très moyen en pression. À chaque fois, les décisions étaient favorables pour le Panathinaikos et très rarement pour l'OM. Rien que ça, sur la photo à gauche, là, on peut voir le gros coup d'épaule sur, je crois que c'est Guendouzi. C'est penalty. Pour moi, c'est penalty. Vraiment, j'essaie d'être neutre. Un franc, pour moi, c'est penalty. Voilà. Donc, il n'a rien dit du tout. Et bien sûr, du côté de Marseille, hein, ça passe pas du tout. Donc là, c'était à la 93e minute de jeu. Hein. Donc 2 minutes après, c'était la main de Matteo Guendouzi pour le penalty. Cette fois-ci du Panathinaikos, là, qu'il a sifflé l'arbitre de la rencontre. Et Marcelino, il a dit: on rêvait tous de la phase de groupe de la Ligue des Champions, on ne peut rien reprocher aux joueurs. Ils ont tout donné pendant 120 minutes de jeu. Les chiffres montrent une supériorité évidente avec 20 tirs contre 2 cadrés. On a subi un penalty discutable en toute fin de match. Le destin nous a joué un mauvais tour. Voilà ce qu'il peut dire hein, par rapport à cette élimination Marcelino. Et Valentin Rongier, lui aussi, un dégoûté de l'élimination, enfin on peut dire de la non-qualification plutôt en phase de poule. Hein. Je pense surtout aux supporters car tout le monde voulait cette qualif. Il va falloir qu'on se relève de ça. On n'a pas le choix. Il y a une très belle compétition qui est l'Europa League, même si ce n'était pas l'objectif initial. En tout cas, sur le terrain, on a tout donné. Je pense qu'avec cette mentalité-là, on aura de belles surprises cette saison. Il y a un match qui arrive dans 2 jours. Donc maintenant, demain, Marseille se déplace du côté de Metz dès demain. Il faut qu'on reste positif et uni comme on l'a été sur le terrain. Donc voilà ce qu'a pu dire Valentin Rongier. Et concernant le match qui a été diffusé sur M6, ça a été un carton d'audience parce que M6 était en tête des audiences. Donc c'était mardi soir avec 3,18 millions de téléspectateurs pour Marseille Panathinaikos. En gros, en France, la chaîne qui avait le plus de monde qui regardait, c'était M6 devant TF1, devant les autres chaînes. C'était M6 avec le match Marseille Panathinaikos. Un titre de comparaison, le match aller qui avait été diffusé sur W9, il y avait eu 1,51 million de téléspectateurs, c'était pas mal, mais là ça a doublé par rapport à ce match diffusé cette fois-ci sur M6. On va parler de l'Inter Miami de Léo Messi a été invité à participer à la prochaine édition de la Copa Libertadores, la Ligue des Champions sud-américaine. N'oubliez pas que l'Inter Miami joue la Ligue des Champions nord-américaine et du coup ils sont invités à cette compète. L'invitation a été lancée par Claudio Tapia, le président de la Fédération argentine de football, à la demande de la CONMEBOL. Habituellement, seules les équipes du continent sud-américain participent à la Copa Libertadores. Bon, c'est logique vu que c'est la Ligue des champions sud-américaine. On le rappelle, l'Inter Miami est actuellement dernier de la conférence Est de la MLS qui sont qualifiés en finale là, mais c'est la League Cup. Pour l'instant, Messi n'a toujours pas joué en MLS. Là, il joue seulement une coupe, on peut dire, où il a atteint la finale. Donc si l'info se confirme, donc l'équipe de l'Inter Miami n'auront heureusement pas se soucier du classement pour participer à cette compétition parce qu'ils sont derniers du championnat et du coup voilà, ils vont peut-être être derniers et jouer la Copa Libertadores. C'est fou, c'est seulement parce qu'il y a Messi qui joue dans cette équipe et voilà, imagine il gagne la Copa Libertadores. Messi aura vraiment fini le football avec la Ligue des Champions remportée, la Coupe du Monde et pourquoi pas la Copa América et la Copa Libertadores, la Ligue des champions sud-américaine qu'il n'a jamais remportée mais qui pourrait potentiellement disputer saison prochaine. Griezmann sur Messi, la MLS, il a dit Léo est le meilleur de tous les temps. Il remplit les stades, marque des buts incroyables à chaque match. C'est un joueur incroyable. Le faire venir, c'est la meilleure chose que la MLS ait faite pour la publicité du football aux États-Unis. Voilà ce qu'a pu dire Griezmann déjà sur Messi, où il dit que c'est tout simplement le meilleur joueur de l'histoire du football. Et il parle de la MLS, mais pas Griezmann, il a toujours dit que lui, en fin de carrière, il ira aussi jouer du côté du championnat américain. Et Griezmann explique pourquoi certains joueurs ont accepté de rejoindre le championnat saoudien. Il a dit en fonction du niveau de chacun et au-delà des projets sportifs, un joueur a une carrière de 12 ou 13 ans. Si tout se passe bien, parce qu'à 35 ans, le football se termine, il faut se demander s'il faut accepter ces offres. Si ça nous arrive un jour, en ce moment, je profite de là où je suis, mais les offres d'Arabie Saoudite sont très importantes et peuvent déterminer la vie de votre famille. Donc voilà ce qu'a pu dire Griezmann par rapport à tous les joueurs qu'on rejoint la Ligue saoudienne. Des nouvelles de Paul Pogba qui a marqué cet après-midi en amical contre Alessandria, club de série C. Donc en espérant qu'il arrête de se blesser, qu'il puisse faire une vraie saison complète. Et vraiment, c'est fait une grosse saison complète.
peut-être, on pourrait peut-être le voir sélectionné et jouer l'Euro 2024 avec les Bleus. Donc concernant la Serie A et la Bundesliga, ça reprend ce week-end. Par exemple, le Bayern du côté de l'Allemagne joue demain soir le match d'ouverture du championnat allemand. Une partie du vestiaire du Borussia Dortmund se satisferait du départ de Jude Bellingham. Ils sont plutôt contents, comme les anciens coéquipiers de Dortmund, du départ de Bellingham au Real. L'attitude arrogante de l'anglais et son désir permanent d'être le centre de l'attention en auraient irrité plus d'un dans le groupe. Donc voilà, concernant Jude Bellingham, qui était arrogant, d'après ce qui se dit du côté du Borussia Dortmund. Tchouaméni et Jude Bellingham, regardez cette photo prise à l'entraînement, c'était hier, et en gros ça nous fait penser à la même photo lors de la Coupe du Monde, quart de finale, où Tchouaméni avait marqué un magnifique but, et c'était Bellingham qui avait essayé de le contrer. C'est en gros la même chose, regardez, la même photo, quasiment même posture pour les deux. Les deux joueurs bien sûr maintenant qui évoluent ensemble du côté du Real Madrid. Et toujours avec Tchouaméni, donc objectivement qui est le plus fort entre Declan Rice et Aurélien Tchouaméni? C'est B-Football qui a mis ce petit sondage, 42 000 votes, ce qui est énorme, et la plupart, dont moi j'ai mis Aurélien Tchouaméni, si vous me dites genre complet lui ou lui, pour moi c'est Tchouaméni qui je trouve meilleur que Declan Rice, chacun après à son point de vue. Le Santiago Bernabéu aujourd'hui, n'oubliez pas que le Real Madrid a déjà joué un match à Bilbao à l'extérieur, là il joue Almeria ce week-end, de nouveau à l'extérieur, le prochain match, troisième journée, de nouveau à l'extérieur. Les 3 premières journées du Real, c'est à l'extérieur. La 4e journée sera la réception de Retafe, qui a fait un nul contre le Barça. Ça sera au Bernabéu, ça sera samedi début septembre. Et pour l'instant, c'est parce que le stade n'est toujours pas fini. Regardez, la pelouse n'est pas encore mise du côté du stade du Real. Officiel, Rafinha et Xavi écopent de 2 matchs de suspension après le rouge face à Retafe. Xavi qui a disjoncté et Rafinha qui a pris un rouge. Donc 2 matchs, ils seront exclus 2 matchs et c'est officiel. Officiel également. Jurien Timber souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur au genou droit. Il va subir une intervention chirurgicale et sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Terrible coup dur pour la nouvelle recrue des Gunners qui arrive en provenance de l'Ajax Amsterdam pour 45 millions d'euros sur ce mercato. Et du coup, il est blessé pour plusieurs mois. Déjà, il va se faire opérer, puis le temps qu'il revienne, tout ça. Donc, grave blessure, on lui souhaite bien évidemment un bon rétablissement. Philippe Diallo, le président de la FFF, souhaite que l'équipe de France féminine remporte les Jeux Olympiques 2024. Tout le monde sait ce que représentent ces JO à Paris. L'équipe de France féminine aura évidemment un objectif ambitieux d'arriver sur le podium et de voir la couleur du métal, on espère de couleur or. Celui qu'on attend, c'est évidemment l'or, a indiqué le patron de la FF. On sait qu'on sera attendu Hervé et les Jeux aussi. Ils sont en capacité de relever ce défi après avoir, on peut dire floppé, pas floppé, c'est un quart de finale, mais on attendait mieux des Françaises. Elles pouvaient au moins aller en demi, elles auraient pu jouer hier contre l'Angleterre, elles ont été éliminées. Et du coup là vraiment l'objectif, ça sera les JO en plus qui se déroulent en France. Là il va falloir gagner quelque chose avec cette équipe de France et pourquoi pas ces Jeux Olympiques. Le Barça refuse de payer les 10 millions d'euros de commission due à Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé, dans le cadre de son transfert au PSG. Le club estime que les termes du contrat n'ont pas été respectés. Donc Dembélé lui a bien reçu l'argent, mais pas son agent, que le Barça ne veut pas lui verser l'argent 10 millions d'euros. Et donc voilà, concernant la situation du transfert d'Ousmane. Le classement UEFA des clubs de Ligue 1, donc le PSG, meilleure équipe bien sûr française par rapport au classement UEFA, classe à la 4e position des meilleures équipes dans le monde. Il y a peut-être le Real, il y a peut-être City qui doit être devant bien sûr le PSG, peut-être le Bayern, le PSG 4e. Lyon 37e, après il y a Rennes 47, Marseille 49. On peut voir à chaque fois le classement, c'est vrai qu'à part le PSG, on est quand même très très loin. Lyon 37e, c'est quand même très très loin dans ce classement. L'Arabie Saoudite jouera ses 2 prochains matchs amicaux à St. James Park à Newcastle. Le 9 septembre prochain contre le Costa Rica, le 12 septembre prochain contre la Corée du Sud. N'oubliez pas que l'Arabie Saoudite, le propriétaire de Newcastle, bien sûr, il vient de l'Arabie Saoudite, donc c'est pour ça que les 2 matchs de l'Arabie Saoudite se joueront du côté du stade de Newcastle et c'est officiel. Toujours avec l'Arabie Saoudite voudrait une place en Ligue des Champions européenne, on parle. Les Saoudiens auraient l'intention de récompenser le vainqueur de la Saudi Pro League en lui attribuant une place en C1. L'idée serait de formuler à l'UEFA une demande de carte Joker pour accéder à la nouvelle formule de la Ligue des Champions qui se disputera 36 équipes dès 2024-2025, donc la saison prochaine. L'objectif de l'Arabie Saoudite est de devenir une référence absolue à l'échelle mondiale en matière de football. Cette mise en lumière d'un club saoudien sur la scène européenne pourrait néanmoins être assez mal vue par les différents championnats européens qui ont perdu de nombreux stars, parce qu'après peut-être les stars vont se dire on peut jouer la
Ligue des Champions européenne en gagnant beaucoup d'argent en Arabie Saoudite. Donc pas sûr que l'UEFA accepte. Après, bon, ils peuvent accepter l'UEFA s'ils reçoivent un gros chèque de la part de l'Arabie Saoudite. Ce qui veut dire peut-être que le premier de l'Arabie Saoudite aura une place directement pour jouer la future Ligue des Champions européenne. Donc voilà, bon, c'est vrai que ça peut se faire. Hein. Allez, ça va bien se faire avec l'Inter Miami en Copa Libertadores qui va être invité. Bah, pourquoi pas avec un club saoudien qui pourrait jouer la LDC européenne, on verra. Mais on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec ces attaques du côté de l'Arabie Saoudite, Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nasser et Al-Ali. Maintenant je connais tous les clubs maintenant, avant je ne connaissais aucun là depuis un mois, maintenant je les connais tous avec toutes ces stars qui ont arrivé. Donc pour vous, quelle équipe a le meilleur trio d'attaque? Donc moi je partirais sur l'attaque Al-Ali, donc tout en bas, avec Mahrez, Alan Saint-Maximin et Roberto Firmino. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre pour vous laquelle est la meilleure attaque. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.